Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour l'épisode 1 sur la mini-série sur les oppositions contrôlées. Ne vous faites pas avoir, il y a souvent un épisode 0 que je vous conseille d'aller regarder. Ici, nous allons nous attaquer au ressentisme et au créationnisme, qui sont les deux faces d'une même pièce, non pas de monnaie mais de théâtre. Le thème du créationnisme est transverse, cela dit, à la question du ressentisme. Il y a d'autres types de discours qu'on voit émerger concernant, par exemple, l'idée qu'il y aurait une entreprise industrielle faussaire concernant les chantiers archéologiques, question que l'on traitera dans la prochaine vidéo. On va essayer d'expliquer la réalité à toutes ces personnes qui ont envie de croire qu'une poignée de jésuites disséminés dans le monde au XVIIe siècle ont totalement modifié l'histoire en cours, y compris l'histoire passée, en lui rajoutant 1000 ans qui n'auraient jamais existé. Donc, le mouvement qui se passe dans le système mental des personnes qui font de la divulgation et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont lancés dans des voies de garage ou sur des fausses pistes, voilà comment ça se passe. À un moment donné de leur vie, quelle qu'en soit la raison, ils ou elles prennent conscience que l'information qu'on nous donne est manipulée, mais qu'il y a des agendas eugénistes en cours. Voilà, ça commence comme ça, ils prennent conscience de ça. Et à partir de là, ils vont se dire: «Il faut absolument que, je me mette à réfléchir par moi-même». Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, pas du tout. Le problème, c'est qu'ils ou elles ne sont pas du tout outillés pour faire ça correctement et ne pas tomber dans toutes les voies de garage qui sont prévues, hein, justement pour que les personnes qui cherchent la vérité restent bloquées à pédaler dans la choucroute, ou dans la semoule, dans des voies de garage. Donc ils ou elles croient vraiment, hein, qu'ils sont en train, de réfléchir, par eux-mêmes, alors qu'ils ne sont qu'en train de suivre les théories du complot, les plus en vue du moment. Autrement dit, ils et elles sont passés d'un troupeau à un autre, hein, et les 2 troupeaux là, ils se dénoncent. Voilà, dualité organisée, opposition contrôlée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la question de la crédulité. Crédulité, croyance. Alors parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il faut arrêter d'être crédule par rapport aux merdias, on va se mettre à être crédule par rapport à tout ce qui s'oppose aux merdias, à tout ce qui est dit aux merdias. Mais dans les 2 cas, on reste crédule. Et je suis vraiment navrée de constater qu'il y a beaucoup plus de rigueur intellectuelle et de rationalité dans les discours des zététiciens qui démontent les théories du complot que dans tous les discours, hein, de soi-disant divulgateurs et divulgatrices que je suis allée vaguement écouter, hein. Encore une fois, pas trop longtemps parce que, je vois que ça manque totalement de rigueur. On est à nouveau dans la croyance et donc on va nulle part. À part prendre une place dans la grande pièce de théâtre, en tant que mouton ou brebis, en prenant le costume du ou de la borgne au royaume des aveugles. Étant donné que dès qu'il s'agit de toucher à des sujets qui, pour être, vérifiables, nécessitent soit un gros bagage universitaire, soit de disposer soi-même de moyens permettant, par exemple, d'aller soi-même dans l'espace, pour vérifier, la forme de la planète, que reste-t-il aux personnes qui veulent réfléchir correctement par soi-même, sans se faire piéger donc ni par des discours, de théories officielles délirantes, ni par des discours complotistes délirants? Bah, à part écouter mes vidéos et commencer à comprendre comment il faut s'y prendre pour réfléchir correctement et comment il faut s'y prendre pour faire des recherches correctes sur internet, pour pouvoir construire sa propre opinion sur certains sujets. Il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas trancher en étant honnête intellectuellement et il y a d'autres sujets sur lesquels on va pouvoir quand même aboutir à une réponse, sans pour autant avoir soi-même fait des études universitaires dans un domaine. Très franchement, je ne pense pas que ce soit nécessaire, sauf dans quelques cas précis où il faut plonger un peu dans le détail, essayer de voir, où est-ce qu'il peut y avoir des choses trappes parce que même dans les sciences dures, effectivement, ils peuvent se mettre à réfléchir de travers. Je l'ai vu, voilà, donc c'est possible. À ce moment-là, oui, dans certains cas, c'est nécessaire d'avoir un minimum de bagage, universitaire, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas nécessaire, hein. Il suffit d'interroger la cohérence intrinsèque d'un discours. Quand on consulte du contenu, on écoute des gens qui veulent nous amener d'un point A à un point B et il faut en fin de compte constamment regarder comment ils s'y prennent pour déclencher notre adhésion.
Pour commencer à faire ça, il faut finalement surveiller chaque enchaînement logique. C'est presque plus important que le contenu, si vous voulez. C'est comme quand on rédige un document et qu'il y a des paragraphes, le plus important, c'est la transition entre chaque paragraphe. À chaque fois que je regarde du contenu, quelle que soit son origine, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment le caractère hypnotique de ces récits qu'on nous déploie. Je peux voir toutes les ficelles qui sont utilisées, hein, pour maintenir l'attention, des spectateurs, captive, sans aucun recul ni vigilance. Les gens s'installent devant ces récits et ces vidéos complotistes de la même manière qu'ils s'installent devant, un film de science-fiction au cinéma, quoi. Donc l'hypnose fonctionne parce que les gens ont envie d'être hypnotisés, ce qui est identiquement équivalent à rester endormi, hein. Et moi, en tout cas, quand je fais mes vidéos, je fais en sorte que n'importe qui, quel que soit son niveau d'instruction, puisse comprendre le fil de pensée qu'il faut suivre pour aboutir à une conclusion. Pour ce qui concerne le ressentisme, hein, vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études universitaires. Allez hop, c'est parti. Dans cette bouillabaisse faisandée, on s'est mis dans une foutue purée. Le nez pas dans le vent, mais dans la colle. Colle, 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 colle. Alors on s'invita dans l'au-delà. On rêvera même s'il ne faut pas. Mais on ne loupera pas la farandole. Dans le dol. Je sais qu'il y a énormément de gens là qui circulent forcément sur cette chaîne, qui ont déjà tout un tas d'informations et certitudes conspirationnistes à 2 balles. Ou pour eux, tout est blanc, tout est noir, tout est faux, tout est vrai. Non mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, la désinformation. Pas du tout. C'est toujours un mélange de vérité et de mensonges. De sorte que l'humanité n'est même pas capable de voir la réalité, grosse comme un nez au milieu de la figure, même quand elle s'y trouve, hein. Comme on l'a très bien vu dans la mini-série sur la véritable histoire de l'humanité, hein, et l'époque paléolithique, etc. Donc désolée de devoir le rappeler, on pourrait me dire: «Oh, c'est un argument d'autorité ou de légitimité», mais manifestement, c'est quand même nécessaire, hein, de dire, hein. Qu'en ce qui me concerne, j'ai un master en physique fondamentale, hein, c'est-à-dire que, je comprends parfaitement bien, toutes les théories physiques actuelles, hein, de la mécanique classique, mécanique relativiste, mécanique quantique, thermodynamique, électromagnétisme, physique du solide, chimie organique, etc. Durant ce cursus, hein, j'ai été amenée à travailler sur la spectrométrie de masse par temps de vol et j'ai également été faire des observations astronomiques sur un radiotélescope. Ensuite, je me suis orientée vers les sciences de la Terre. J'ai pratiqué des mesures d'anisotropie de susceptibilité magnétique qui servent à étudier les dynamiques d'écoulement magmatique. Et j'ai donc obtenu un master en géodynamique et physique de la Terre. J'ai terminé par une thèse de doctorat sur le thème du stockage profond des déchets hautement radioactifs. Donc en gros, j'ai couvert sur 10 années la physique fondamentale, les sciences de la Terre et les sciences de l'ingénieur. Spécialité génie civil. Donc déjà, rien que pendant cette première période de ma vie, j'ai énormément navigué. J'ai pas du tout eu une trajectoire aussi lisse qu'ont la plupart des étudiants et étudiantes qui font des études de sciences pour aller jusqu'au doctorat. Par la suite, j'ai eu une carrière professionnelle dans l'informatique, dans une grosse SS2I, où j'ai également eu une carrière syndicale. Et en même temps que j'étais dans ce truc-là, je suis allée jusqu'au niveau master en psychologie du travail. Et là, je viens juste de vous donner la partie émergée de l'iceberg, hein, parce que bien sûr qu'il y en a une autre, hein, qui a pas grand-chose à voir finalement avec mon cursus, mais le cursus fait que ça m'aide encore plus à ne pas réfléchir de travers, parce que même dans les sciences dures, quand les gens ils sont spécialisés dans un domaine, ça peut leur arriver de faire des observations et de commencer à construire des hypothèses de travers, hein, justement parce qu'ils n'ont pas de vue d'ensemble, ils n'ont pas de vue globale, ils ont le nez collé dans leur guidon de leur spécialité, ce qui n'est pas mon cas. Donc je peux aller voir, hein, réfléchir de travers et essayer d'expliquer des phénomènes très simples, complètement de travers, soit avec des théories scientifiques délirantes, soit avec des théories du complot délirantes. Et ça ne me fait pas plaisir de constater qu'il faut probablement se palucher un tel parcours pour avoir réellement les outils intellectuels pour voir la réalité clairement et éviter tous les écueils et voir comment tout le système de manipulation, si vous voulez, de l'information et de la pensée s'enchevêtre et s'actionne. D'autant que comme vous allez le voir dans cette vidéo, il n'y a pas besoin, hein, d'avoir un tel parcours.
pour poser les bonnes questions. Le discernement, c'est ça, c'est l'art de poser les bonnes questions et d'analyser les réponses. Donc je veux bien croire qu'il y a des complots, c'est pas je le crois, il y a des complots. L'histoire de l'humanité, ce n'est qu'une succession de complots. Mais vous savez quoi, la définition d'un complot? Allez la regarder. Un complot, ça ne tient la route que si c'est une poignée de gens qui s'entendent secrètement pour mener à bien des plans contre des institutions ou le plus grand nombre. S'il y a trop de personnes impliquées dans le complot, ça ne peut pas tenir. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que il y a l'élément quelques personnes et l'élément secret. Si vous êtes dans cette croyance conspirationniste qui consiste à dire que tout ce que dit la science dans tous les champs possibles scientifiques est faux et appartiennent à un grand complot, alors vous êtes en train de dire que tous les étudiants dans toutes les sciences humaines, dures, physiques, etc., sont impliqués dans un complot. Vous imaginez le nombre de personnes que ça implique? C'est une croyance à partir du moment où vous ne pouvez pas le vérifier, mais vous avez un moyen très facile d'aller le vérifier. Pointez-vous à n'importe quelle rentrée universitaire dans un amphithéâtre pour voir si, en première année, on dit aux étudiants: «Alors ici, on est membre d'un super grand complot pour, dire n'importe quoi sur la physique, des particules, la cosmologie, l'astronomie, les sciences humaines, l'archéologie, la géologie». Allez voir, hein, si c'est ça qui se passe, dans les amphithéâtres universitaires. Parce que, OK, je suis la première à dire qu'il y a pas une super rationalité top, hein, dans les sciences humaines et dans l'archéologie. Mais bon, la plupart des gens qui travaillent dans ces métiers-là sont intègres et honnêtes. Ils sont réellement dans une démarche d'essayer de comprendre ce qu'ils trouvent. Et d'ailleurs, l'archéologie a partie liée avec les sciences physiques depuis déjà des décennies pour constamment améliorer les méthodes de datation. C'est ce qu'on va voir plus en détail d'ailleurs dans la présente vidéo. Par défaut, le récentisme est toujours associé au mathématicien russe Fomenko, mais il n'est pas le premier à avoir émis l'hypothèse que les documents antiques étaient l'œuvre de faussaires. Le premier à l'avoir dit, c'est un moine jésuite, Jean Hardouin, né à Quimper au XVIIe siècle, et qui affirmait que la plupart des œuvres antiques que l'on révère à l'époque sont en fait l'œuvre de faussaires, de moines bénédictins. Ça, c'est d'une autre source, c'est pas du visuel que je vous montre. Des moines bénédictins des XIIIe et XIVe siècles qui auraient utilisé des œuvres authentiques pour produire des faux. Donc, on a un moine jésuite après l'invention de l'imprimerie qui dénonce des moines bénédictins en tant que faussaires avant l'invention de l'imprimerie. Quasiment, Jean Hardouin, c'est le premier théoricien du complot connu. Il dénonce un énorme complot visant à détruire la foi authentique qui, vue de chez lui, est la foi jésuite défendue par l'Église apostolique romaine et qui est menacée en fait par d'autres courants à cette époque, issus du cartésianisme, etc. Le plus drôle, c'est que dans sa fiche Wikipédia, on dit que son héritier, c'est Fomenko. Donc je trouve ça assez cocasse que Fomenko, qui aboutit à une conclusion de conspiration jésuite, soit d'une certaine manière lié à un moine jésuite qui aurait porté ces accusations-là concernant un autre ordre ecclésiastique. Comprenez ce que vous pouvez. Il faut toujours replacer des faits et des événements dans leur contexte historique, qu'il s'agisse de sciences molles ou de sciences dures. Maintenant, on en arrive au récentisme le plus récent, celui de Fomenko. Je me suis principalement basée sur la série de vidéos produites au sujet du récentisme de Fomenko sur plusieurs chaînes YouTube, notamment la mise à jour du cerveau. Là, c'est l'épisode 3. Je relèverai les inexactitudes de l'épisode 2 quant à l'invalidation des méthodes de datation. Là, dans l'épisode 3, il y a déjà beaucoup de mensonges. On nous raconte une histoire, celle de Fomenko, qui l'a amené à formuler une certaine théorie. Donc on nous explique que Fomenko est un mathématicien qui travaillait sur les courses lunaires et qui serait tombé par hasard sur les travaux d'un astrophysicien américain
Robert Russell Newton. Dans le documentaire, on nous affirme que ce monsieur était directeur du centre de calcul de la NASA. Alors, quand on m'affirme ce genre de choses, hein, j'aime bien avoir une référence. Là, déjà, clairement, il ne s'agit pas d'un article scientifique, mais d'une publication dans un journal. Je n'ai pas réussi à retracer sur Internet cette coupure de presse, mais du coup, j'ai investigué un petit peu plus loin pour savoir qui était exactement Robert Russell Newton. Donc, il s'agit d'un astrophysicien et historien des sciences, hein, qui travaillait à l'université Johns Hopkins. Voilà, hein, il s'est intéressé apparemment à, ce qu'il pensait être, une, falsification par un astronome de la Grèce antique qui se serait approprié des résultats en prétendant avoir fait des observations alors qu'il s'était appuyé sur des calculs. Bref, que des guéguerres d'ego. On nous indique qu'il avait quand même un style controversé, en mode, avocat général, hein, qui relève plus de d'un réquisitoire que, d'un réel travail, de recherche en histoire. Bon, tout en sachant que, oui, on met dans ses activités historien, il faudrait fouiller dans ses diplômes, hein, mais je pense qu'il était surtout, avant tout, physicien et astronome. Ce qui a intéressé ou aurait intéressé Fomenko, ce sont les écrits de Robert Russell Newton concernant des accélérations des vitesses de rotation de la Terre et de la Lune lorsqu'on se réfère aux chroniques historiques des éclipses solaires. Comme vous pouvez le constater, ces études ont été publiées par l'université dans laquelle Robert Russell Newton travaillait. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun lien entre ce monsieur et la NASA. Donc, allons fouiller dans les archives de la NASA. Pourquoi je me suis lancée et interrogée en fait là-dessus? C'est parce que dans cet épisode 3 sur le récentisme, commenté en français par une femme russe, on le reconnaît à son accent, on nous explique qu'en fait, la NASA, dans les années 70, aurait eu besoin de se référer aux chroniques historiques concernant les éclipses solaires pour calculer la course de ses vols spatiaux. À cette époque, le modèle héliocentrique, il est quand même bien établi. On connaît la course lunaire, on connaît la course solaire, déjà là, ça me paraissait pas crédible du tout. C'est la raison pour laquelle je suis allée creuser. Là, en visuel, je ne vous montre que mes recherches, hein, sur, les archives, du site de la NASA. Mais, le centre de calcul de la NASA, le Goddard Flight Center, a son propre site, hein, et on peut aussi faire des recherches dans leurs archives. Et j'ai pas plus trouvé de traces de Robert Russell Newton sur le site du Goddard Flight Center. Le seul endroit où j'ai trouvé une référence à Robert Russell Newton émanant de la NASA est dans une revue critique de ses travaux, que je mets ici en visuel. Pour résumer, on fait l'éloge de l'approche originale dont il fait preuve, hein, dans sa manière de s'intéresser à l'histoire des sciences et des chroniques des éclipses lunaires historiques, tout en mettant l'accent sur son style acide, extrêmement sceptique, et son côté un peu obsessionnel, sur ces questions, de chronique historique des éclipses solaires. L'auteur de cette critique doute que quiconque puisse réussir à lire la totalité des 4 tomes à cause de ce style consistant à s'exprimer à la première personne, alors que lorsqu'on propose, un travail scientifique, on s'exprime généralement jamais à la première personne. On utilise un pronom impersonnel. La conclusion est donc que ces travaux n'ont qu'un intérêt bibliographique secondaire s'il s'agit de comprendre qu'en bon scientifique, il ne faut rien prendre pour acquis, y compris ce qui est écrit dans les travaux de l'auteur critiqué. De mon point de vue universitaire, c'est une façon élégante de discréditer les travaux de Robert Russell Newton. Du reste, dans ces années-là, on est dans les débuts des années 80, les courses solaires, terrestres et lunaires sont parfaitement connues, car décrites par la mécanique classique, et donc je ne vois aucune raison pour lesquelles la NASA aurait eu besoin de se référer aux archives et aux chroniques historiques concernant les éclipses solaires pour calculer ces trajectoires de vols spatiaux. Par contre, quand on passe suffisamment de temps sur ces questions-là, de savoir comment travaillait le centre de calcul de la NASA dans ces années-là, on tombe par exemple sur ce genre d'articles. Ce sont des femmes noires, afro-américaines, qui faisaient les calculs pour les trajectoires de vols spatiaux. Dans l'Amérique de cette époque-là,
ségrégationniste, raciste et sexiste. On s'en vantait pas, mais bon, aujourd'hui maintenant, on peut le dire. C'est une sorte de racial washing. Après coup, quand il n'y a plus aucun enjeu, ça coûte pas cher de mettre une petite tape dans le dos, des petites mains invisibles hein, qui font le travail hein, pour que ces messieurs monopolisent l'attention en pleine lumière hein, pour jouer des coups d'entre eux. Hein. Les femmes bossent dans l'ombre et les hommes récoltent les fruits. C'est une découverte sous le signe de la sérendipité. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé à plonger dans ce sujet. Hein. Les croyants-croyantes du récentisme pourront toujours arguer que toutes les archives ont été effacées pour effacer le fait que Robert Russell Newton aurait eu un rôle important au sein de la NASA et ça a été remplacé pour mettre en avant, selon la mode woke actuelle, hein, des femmes afro-américaines. C'est sans fin. C'est la raison pour laquelle, hein, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur des arguments scientifiques, très concrets, irréfutables et réalistes. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, quand on commence à empiler des faits réels que personne ne peut nier, si on veut maintenir une théorie complotiste, hein, ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui sont impliqués, ce qui n'est ni réaliste ni crédible. Mais jouons le jeu. Admettons, Robert Russell Newton a été victime d'un grand complot pour effacer son lien avec la NASA. Dans ce cas, pourquoi n'en parle-t-on pas dans le documentaire hein, qui présente Robert Russell Newton, non pas comme ayant été victime d'un complot visant à effacer son histoire, et pourtant on est en plein dans le thème, mais il est amené là à titre de crédit scientifique, supposément inquestionnable, la NASA. Au passage, je vous fais remarquer que les personnes qui sont dans ces mouvements-là, généralement, ils entretiennent plein de croyances en même temps. Hein. Le récentisme, qui s'appuie sur la NASA et ses calculs hein, de trajectoire de vols spatiaux, mais ils croient aussi que la Terre est plate, etc. Je ne sais pas comment ils font pour maintenir ça en cohérence dans leur tête. Hein. Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Hein. Donc, l'affirmation dans ce documentaire hein, que Robert Russell Newton hein, a été directeur du centre de calcul de la NASA dans ces années-là est gratuite et fausse, manifestement. Vu de chez moi, à partir de 3 épisodes comme ça, j'ai manifestement affaire à un récit qui cherche hein, à se donner des appuis scientifiques, mais qui ne résiste pas à une analyse critique véritable. On va passer maintenant à l'analyse de l'épisode 2 hein, de cette série sur les scientismes qui consiste à invalider les unes après les autres hein, les méthodes de datation supposément disponibles jusqu'avant les années 80. Il ne me suffit pas d'entendre dans un documentaire sans aucune référence scientifique sérieuse de nombreuses études ont prouvé que pour être convaincu. Moi, si on m'affirme ça, j'attends de voir dans la description du documentaire, vas-y, liste-moi toutes les nombreuses études là dont tu parles qui soi-disant montrent des incohérences, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour qu'un sujet de thèse de doctorat, quel que soit le domaine, hein, soit accepté, et pour qu'il soit accepté, il faut que derrière, il y ait quelqu'un qui accepte de financer. Il faut déjà pouvoir prouver que le sujet mérite d'être traité. Et comment évalue-t-on si un sujet mérite d'être traité? Eh bien, c'est après une énorme revue de questions bibliographiques où on constate que, effectivement, il faudrait avoir plus de données sur un sujet. Et donc, toute bonne thèse de doctorat va commencer par une revue de questions bibliographiques hein, sur le sujet, pour installer sa légitimité à proposer une thèse de doctorat. Il y a 2 grands types de méthodes de datation, les datations relatives, hein, qui peuvent toujours être remises en question, et l'autre grande catégorie des datations absolues, lesquelles, hein, pour peu qu'elles aient un degré de précision adéquat à la période que l'on souhaite dater, ne peuvent pas être remises en question. Dans le récit de cet épisode 2 sur les méthodes de datation, on a l'impression qu'on nous fait un compte-rendu exhaustif de toutes les méthodes de datation disponibles à cette époque-là. Je rappelle que on parle de l'époque qui précède les années 80. Mais alors c'est bizarre, hein, il y a une méthode paléodosimétrique dont les récentistes ne parlent jamais. Elle peut être utilisée avec une très grande précision pour dater entre moins 20 000 ans jusqu'à plusieurs millions d'années. Voilà, si c'est de la calcite, pourra remonter jusqu'à à peu près 1 million d'années.
Et comment vous dire, dans le calcaire ou dans les roches sédimentaires, il y a de la calcite, hein. Pour peu que l'objet ou la couche géologique ou bref, l'objet d'étude contienne du quartz, on peut remonter jusqu'à plusieurs millions d'années. J'espère que je ne vous apprends pas que le sable contient du quartz. Cette méthode a permis de dater des restes dentaires à la cône de l'Arago à Tautavel en 1981. Alors, qu'est-ce que l'ESR? En 2007, une thèse de doctorat a été soutenue sur la méthode de datation par résonance de spin électronique, ESR, au Muséum national d'histoire naturelle, et qui revient sur 20 ans de recherche méthodologique et d'application géochronologique. Donc, à partir du moment où le récensis est diffusé, hein, début des années 80, émergent de nouvelles méthodes de datation, notamment pour les roches sédimentaires, avec cette technique ESR. Cette thèse de doctorat a été réalisée conjointement avec le Commissariat à l'énergie atomique de Saclay, bien sûr. C'est eux qui ont construit ces spectromètres, hein, et qui avaient les compétences et les budgets pour réaliser ce type-là de dispositif expérimental, hein. Je sais que cette vidéo va être très longue, mais je reviens en détail, hein, sur la paléodosimétrie à la fin de la vidéo. Ces méthodes, hein, ont permis de dater très précisément des constructions, notamment sur le plateau de Gizeh. Mais pas seulement, hein. En archéologie du bâti, on utilise principalement la luminescence TLOSL. Mais revenons à nos moutons. Il est intéressant de savoir qui est à l'origine de la paléodosimétrie ESR. L'ESR, autrement connu sous l'acronyme RPE pour résonance paramagnétique électronique ou RSE pour résonance de spin électronique, est une découverte d'un physicien russe, Yevgeny Zavoïski. Découverte en 1944, apparemment concomitamment avec la même découverte qui aurait eu lieu à Oxford. Mais bon, on est déjà presque dans la guerre froide, hein. On parle de découvertes qui ont amené à l'IRM. Je pense que tout le monde connaît l'IRM, non? Hein, l'imagerie par résonance magnétique. Voilà. La résonance paramagnétique électronique est une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui dans la dosimétrie. Vous savez, tous les gens qui travaillent avec des risques radioactifs, hein, doivent porter un dosimètre. La précision de ces méthodes de dosimétrie est très bonne, hein. On ne trouve pas beaucoup de choses, hein, sur la fiche Wikipédia française de ce physicien russe, hein. C'est beaucoup plus fourni sur la Wikipédia en anglais, mais il ne s'agit pas d'un illustre inconnu, hein. Regardez tous les prix qu'il a eu, le gars, tout au long de sa carrière. À qui va-t-on faire croire que donc les Russes, là, mathématiciens Fomenko et Nosovsky, ne connaissent pas Yevgeny Zavoïski, ou que les chercheurs russes en archéologie, ils n'ont jamais utilisé l'ESR, hein, pour faire des datations, alors qu'en France, on utilise ces datations ESR depuis minimum les années 70, puisqu'on a une publication en 1981, et que je vous explique, hein, un spectromètre, ça sort pas de terre comme ça, en une fraction de seconde, ou même, ni même en une année. Il faut minimum 10 ans de recherche et développement pour en fabriquer un. Apparemment, il y a plein de gens qui sont prêts à le croire, hein, tous ceux qui trottent sur leur petit dada récentiste. Allez-y, hein, trottez, hein. Moi, je vais au galop vers la vérité et la réalité. Pour les besoins de l'exercice, hein, on va dire, hein, et à titre pédagogique, hein, je vais trotter avec vous, histoire d'enlever brique par brique, hein, tous les mensonges, les inexactitudes, hein, les omissions qu'il y a dans cette histoire, hein, récentiste, hein. Ça fait déjà 40 ans, hein. Donc, pour se donner un vernis scientifique de légitimité à s'interroger sur les datations de ce que l'on trouve en géologie ou archéologie, on nous parle, hein, de toute une série de méthodes de datation. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez gamin, il y avait des jeux Chercher l'intrus. Les méthodes invalidées sont au nombre de 7 dans ce documentaire. Donc, 1. La stratigraphie culturelle archéologique, la typochronologie, la numismatique, l'archéomagnétisme, la stratigraphie géologique, c'est-à-dire la sédimentologie, le carbone 14 et la dendrochronologie. Attention, il y a un intrus. Je rappelle que nous nous intéressons à la période historique qui couvre, on va dire en grosse maille, 6000 années écoulées derrière nous. Donc, que vient faire
la sédimentologie des temps géologiques. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir fait d'études pour comprendre que utiliser l'échelle des temps géologiques et des strates sédimentaires géologiques pour faire de la datation sur une période historique de 6000 ans, ça n'a rigoureusement aucun sens. Sauf si à la limite on est sur des chantiers datant de l'Antiquité, de la Haute Antiquité, pourquoi pas, et encore. Hein. Si vous vous renseignez par vous-même sur l'histoire des méthodes de datation utilisées en archéologie, vous n'allez pas trouver la sédimentologie autre part que sur des chantiers préhistoriques. On est bien d'accord. C'est le syndrome de Galilée, le point Godwin de la science, c'est-à-dire que faire appel à un argumentaire qui n'a finalement aucun rapport avec le sujet n'est en rien une preuve. Et je peux vous dire que ce point Godwin, j'ai passé énormément de temps en discussion avec des collègues universitaires ou des collègues de boulot, donc des gens, on va dire, bac plus 5 minimum, à l'explorer. Hein. Et j'arrive maintenant à la conclusion qu'en fait, c'était un problème de un cerveau global versus cerveau séquentiel, et surtout d'intégrité intellectuelle aussi, au bout d'un moment. Donc là, les vraies questions à se poser, c'est pourquoi concernant la datation de la période préhistorique, on va soigneusement oublier de parler de la méthode de datation absolue par résonance paramagnétique électronique, et pourquoi, à l'inverse, on va nous parler de sédimentologie, sachant qu'il est beaucoup plus facile d'invalider la sédimentologie, à la limite, que d'invalider une méthode de datation absolue, telle que le SR. Quand on écoute l'argumentaire qui est présenté dans ce documentaire à propos de la sédimentologie, on reconnaît le script du polytechnicien français Guy Berthaud, qui n'est pas nommé dans ce documentaire, et pour cause. Je pense que vous allez vite comprendre la raison pour laquelle il n'est pas nommé dans le documentaire. En fait, pourquoi est-ce qu'il s'est lancé à faire de la sédimentologie? Ce n'était pas forcément ce qu'il faisait d'un point de vue professionnel, mais c'est parce qu'il avait un père spirituel, l'abbé Prévost, qui lui a dit je suis inquiet parce qu'on voit monter Taillard de Chardin, le taillardisme, et il est en train de remettre en cause toute la tradition catholique, toute la tradition de l'Église, et il repose ça, il est un géologue, un paléontologue, et il repose toute son explication là-dessus. Donc vous, Guy, qui êtes un savant, creusez, et dites-nous ce qu'il en est. Bon limite, en fait, la vidéo pourrait s'arrêter là, quoi. Il s'agit d'une guerre au sein de l'Église apostolique romaine, entre différentes factions, qui utilisent la science. Et le récentisme fait partie de cette pièce de théâtre. Il s'agit très clairement de trouver un soi-disant crédit scientifique pour affirmer que l'âge de la planète est beaucoup plus jeune que la science nous le dit. Si on veut faire apparaître le récentisme comme étant une nouvelle science qui attaque l'Église, on ne peut pas parler de datation absolue concernant la préhistoire, sinon à un moment donné, il y a un problème. Si on veut raccourcir de 1000 ans la période historique, il va falloir aussi expliquer pourquoi, avec la datation ESR, on a des chantiers préhistoriques qui remontent à des dizaines de milliers d'années. Donc ça, on se garde bien de nous le dire. Parce qu'en effet, la théorie récentiste a pour objectif de nous faire croire qu'elle attaque les jésuites et l'institution religieuse qui va avec sur des bases scientifiques. Donc, cette théorie-là, elle est là pour déjà orchestrer une guerre dualiste entre croyance versus science. Alors qu'en réalité, on reste que dans la croyance et que l'objectif du récentisme, en tout cas son effet, ce sera de renforcer l'institution religieuse chrétienne de l'Église apostolique romaine, comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo. Mais on va jouer le jeu. On va faire semblant de croire que le récentisme est là pour attaquer l'Église apostolique romaine, pour voir jusqu'où ça nous mène, cette fable. Guy Berthaud fait partie, entre autres, des auteurs à résidence du CEP, vision scientifique inspirée de la révélation. Donc on a bien affaire à des personnes ayant des compétences scientifiques qui les mettent au service de leurs croyances pour soutenir une thèse créationniste, bien qu'ils s'en défendent.
Donc, à la demande de son père spirituel, l'abbé Prévost, Guiberto a réalisé des modèles analogiques de stratigraphie avec des grains de sable, différentes couleurs, en simulant différentes conditions météo et de topographie pour tenter de prouver que toute la sédimentologie est fausse et doit être revue parce que, en fait, c'est pas vrai, la stratigraphie, c'est pas vrai que les couches les plus profondes sont nécessairement les plus anciennes. Alors, ce qu'il dit n'est pas forcément entièrement faux. Mais ça ne va s'appliquer de toute manière qu'à des cas très particuliers de topographie et de climat, qu'on puisse avoir effectivement une accumulation plus rapide de sédiments. Mais ça ne suffit pas à remettre en question toute la stratigraphie géologique. Ça ne suffit surtout pas à remettre en question l'âge de la planète. Parce que les études de ce monsieur ne seront valables que dans le cas des roches sédimentaires. Or, à la surface de la planète, nous n'avons pas que des roches sédimentaires. Nous avons des roches volcaniques, nous avons des roches métamorphiques, qui sont d'anciennes roches sédimentaires diagénisées, c'est-à-dire qui ont subi des transformations de température et de pression, qui ont modifié leur composition minéralogique, etc. Mais pour ces roches-là, on dispose de méthodes de datation absolue. Ce sont bien entendu les plus anciennes, hein. On a les planchers océaniques, la lithosphère océanique, qui notamment dans l'océan Atlantique ont enregistré toutes les inversions du champ magnétique terrestre sur very long time. Hein, on connaît la vitesse d'accrétion de la dorsale médio-océanique et la distance qu'il y a entre les deux côtes, donc on est capable d'estimer l'âge de la lithosphère océanique la plus ancienne, donc bah voilà, 154,3 millions d'années. Et là, je vous mets en visuel un article sur les méthodes de datation de roches très anciennes, comme le gabbro, hein. Là, on est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'années. Pour les gisements de gabbro les plus anciens, on est sur du 600 millions d'années. On va choisir une méthode isotopique, mais pas basée sur le carbone 14. Il y a d'autres isotopes hein, que le carbone. Hein. Je veux dire, la radioactivité naturelle ne concerne pas que le carbone. Hein, et ça constitue le début de l'article, d'expliquer quelle méthode de datation isotopique on a utilisée pour dater le gabbro. Et puis on a également des calottes glaciaires hein, et l'extraction de carottes dans ces calottes glaciaires hein, nous permet d'étudier les climats du passé. On remonte aujourd'hui jusqu'à 400 000 ans. Un Guiberto, il cherche à remettre en question l'âge de la planète, hein, la théorie de l'évolution, etc. Donc qu'est-ce qui vient foutre dans le récentisme? À part venir renforcer l'idée que le temps d'existence de l'histoire de la vie et de l'histoire de l'espèce humaine sur cette planète est beaucoup plus court qu'on ne le croit, je ne vois pas tellement quel autre rôle il tient dans cette pièce de théâtre. Donc à mon sens, en faisant appel à un supposé spécialiste hein, des temps géologiques, qui va essayer de nous expliquer que non mais sur l'échelle des temps géologiques, même on s'est trompé, il faut comprimer le temps, ça permettrait de renforcer l'argumentaire suivant que je vais vous présenter concernant l'invalidation des méthodes de datation, qui ensuite conduit à dire que ah, le temps historique aussi, il est raccourci. Vous voyez, c'est fait pour piéger des gens qui n'ont pas en fait un esprit scientifique et qui donc vont procéder par analogie. On leur implante une première idée que les temps géologiques sont plus courts qu'on le croit. Du coup, ça passe crème hein, quand après on dit que les temps historiques aussi, hein, ils sont beaucoup plus courts qu'on ne le croyait auparavant. Alors même que les méthodes hein, qui permettent de dater une période préhistorique et une période historique ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont des stratégies de manipulation et d'extraction de consentement à suivre un discours préconstruit et faux. Donc maintenant, on va faire le tour de toutes les méthodes de datation disponibles hein, au moment où le récentisme se théorise, hein, dans les années 80. On invalide la typochronologie, qui, en fin de compte, par analogie par rapport à des objets, notamment métalliques, que l'on va retrouver par rapprochement analogique, on va essayer d'estimer la période à laquelle ils appartiennent. Il y a la numismatique, qui va faire la même chose, mais sur la base de pièces de monnaie. Ces deux types de datation sont effectivement pas très fiables, dans la mesure où c'est très compliqué de dater le métal, où la fabrication d'un objet en métal, hein, toutes les méthodes de paléodosimétrie ne fonctionnent pas pour le métal. Il n'y a pas de cristaux, de quartz, de feldspath, etc. Hein, et qu'un objet en métal hein, peut être transmis sur de très longues périodes. Et les derniers usagers n'en sont pas forcément
les fabricants. Ensuite, est invalidée la méthode de datation par archéomagnétisme, et il est vrai que, avant les années 80, on n'avait pas suffisamment de données sur les variations locales du champ magnétique terrestre pour que ce type de datation soit valable. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater sur ce document, ou à l'IPG, à l'Institut de physique du globe, il y a un pôle de datation par archéomagnétisme qui permet de faire des choses avec une très grande précision, vu qu'on a accumulé beaucoup plus de données qui permettent de connaître plus précisément les variations du champ magnétique terrestre en France sur les 2000 dernières années. Donc on est dans la période historique, et donc l'archéomagnétisme peut être valable dans certains cas. Ensuite est invalidée la méthode de datation isotopique, mais on ne parle que du radiocarbone, du carbone 14, comme si c'était le seul isotope radioactif dans la nature, quoi, je veux dire. Le carbone va être utilisé pour tenter de dater des composés organiques fossilisés contenant du carbone, puisque la chimie organique est basée sur l'atome de carbone. Autant d'autres isotopes radioactifs comme le potassium, le rubidium, l'uranium vont être utilisés pour effectuer des datations sur d'autres types de matériaux. Dans les écoulements magmatiques, on trouve du potassium, donc on utilisera le potassium. Idem pour le rubidium, et l'uranium va plutôt, lui, concerner des squelettes de coraux, des coquillages, de la calcite, et permet de faire des datations d'art pariétal, par exemple. Un tel niveau d'ignorance est une véritable honte, surtout en France, où on a eu un programme nucléaire civil avec un scandale sanitaire autour des stériles d'uranium que l'on trouve dans les 2 gros massifs granitiques français, c'est-à-dire en Bretagne et dans le Limousin. Le granit est une roche magmatique, et pourquoi vous croyez que Arriva, etc., ils sont venus exploiter pour y trouver de l'uranium? Pourquoi dans l'épisode 2 de cette série documentaire sur le récentisme concernant les méthodes de datation, et qui semble se vouloir exhaustif sur toutes les méthodes de datation disponibles à une certaine période, c'est-à-dire jusque dans les années 80, ne nous parle-t-on pas de la datation ESR ou des autres méthodes de datation radiométrique? Je veux dire, autre qu'avec le radiocarbone. Une réponse scientifiquement acceptable pourrait être celle-ci, parce que ces méthodes ne permettent pas de dater la période historique, mais des périodes beaucoup plus anciennes. Alors moi là je dis ok, mais dans ce cas-là, que vient faire la nouvelle sédimentologie de Guiberto sans le nommer? C'est-à-dire, soit on présente que des techniques de datation qui sont pertinentes pour la période historique, soit on présente exhaustivement toutes les méthodes de datation, sans en oublier certaines qui dérangeraient le discours. Vous comprenez, ma question c'est pourquoi mélange-t-on des informations pertinentes et des informations non pertinentes pour le sujet? S'il s'agit de présenter des travaux scientifiquement valables, c'est-à-dire qui pourraient être publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, ça pose question. Et d'ailleurs, bien sûr, la nouvelle chronologie de Fomenko n'a été publiée dans aucune revue scientifique. Il a écrit un livre, bon. Mais pour revenir donc à la méthode de datation au radiocarbone 14, la méthode qui nous est montrée dans ce documentaire date quand même franchement de Mathusalem. À partir des années 70, voire 60 même, on avait déjà des spectromètres de masse, qui permettaient d'avoir plus de précision sur des datations au radiocarbone, et on nous en parle pas. Les méthodes de datation absolue se sont considérablement améliorées depuis les années 80, que ce soit en paléodosimétrie ou en radiométrie, avec des spectromètres de masse très performants concernant le radiocarbone, avec une marge d'erreur de 5 à 10 ou quelques décennies maximum, et qu'on ne peut pas véritablement remettre en question. Enfin, qu'est-ce qu'ils invalident encore? La dendrochronologie, basée donc sur l'étude des accrétions concentriques des cercles d'arbres, et qui peuvent subir des variations importantes en fonction du climat ou des contraintes auxquelles l'arbre a été soumis durant son existence. Donc, sur la base d'un discours ayant l'apparence d'une vérité scientifique, alors qu'il comporte des mensonges par omission concernant les procédés de datation à une certaine époque, on met en avant une autre manière de dater les événements historiques par la statistique corrélative, donc par les mathématiques, et donc on arrive aux travaux de Fomenko et Nosovsky, qui voudraient que la vérité puisse être calculée mathématiquement. Alors non. La vérité ne peut être découverte
que par un esprit animé par une intelligence véritable. Le seul cas que je connaisse où les mathématiques peuvent nous renseigner sur la réalité, c'est la mécanique quantique. Mais derrière, on fait des expérimentations qui vérifient la théorie et la confirment. Sur un argumentaire faux et fallacieux, comme je viens de le démontrer concernant les différentes méthodes de datation en archéologie et en géologie, ils se débarrassent littéralement du réel, et en entrée du programme qu'ils ont pondu là pour leurs statistiques corrélatives, ne reste en fin de compte que ce qui les arrange. Des documents historiques écrits, qui, comme je l'ai très bien expliqué dans la mini-série La véritable histoire de l'humanité, un document écrit, tu peux lui faire dire ce que tu veux, hein. Tu peux aussi paramétrer le programme que tu lui files en entrée pour lui faire dire et corréler ce que tu veux, hein. Parce que je pense pas qu'ils aient eu la prétention de passer au tamis la totalité des documents historiques planétaires, hein. Ils les ont choisis, les documents déjà, qu'ils ont corrélés. Là où ça prête le plus à sourire, c'est qu'après avoir invalidé des méthodes de datation telles que la typochronologie qui procède par analogie sur des matériaux réels, que font-ils? Ils pondent des formules mathématiques visant à comparer des documents historiques écrits dans des langues différentes, à des époques différentes, et qui constituent des matériaux hautement sujets à interprétations diverses et variées. Et c'est quoi la comparaison, si ce n'est de l'analogie? Donc je résume, sous prétexte que les méthodes de datation concrètes sur des objets concrets ne sont pas suffisamment satisfaisantes, on va se décorréler totalement de la réalité, construire un logiciel de corrélation mathématique et prétendre que ça constitue une meilleure description de la réalité. Alors si vous avez le temps, vous irez regarder un petit peu des études en mathématiques statistiques de corrélation pour bien comprendre quelles peuvent être quand même les limites de la chose, hein. Je vous laisse imaginer ce que ça donne si en plus les objets que l'on cherche à corréler appartiennent au sens molle et ne sont fondés que sur des documents historiques, comme c'est le cas des travaux de Fomenko. Et pour bien comprendre cette question, je vous renvoie à la série La véritable histoire de l'humanité, l'épisode 1, qui vous explique ce qu'est la connaissance située et les problèmes que cela pose dans les sciences molles. Apparemment, il leur a échappé que, si, l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. Il se passe des événements analogues à différentes époques. Tout simplement parce que la structure du pouvoir et la manière de maintenir un pouvoir, l'art de la guerre, etc., c'est assez peu renouvelé en fait, hein. Les puissants qui naissaient puissants avaient des mentors, des éminences grises pour les conseiller en stratégie. Et de quelle stratégie s'inspiraient-ils? De stratégies qui avaient déjà été payantes par le passé. Donc après, tu m'étonnes qu'une bataille ou des événements peuvent éventuellement se répéter. Sans blague. Donc cette soi-disant nouvelle méthode fiable mathématique pour établir la vérité historique amène à dire que il n'existe en réalité qu'une seule grande civilisation russe dont la capitale était Moscou, qui a colonisé toute la planète et construit tout ce qu'il y a de plus prestigieux, hein. Donc la civilisation des pyramides en Égypte, en Amérique centrale et du Sud, c'est les Russes. Bah, toutes les constructions héritées de l'Antiquité gréco-romaine, bah, c'est les Russes aussi. D'ailleurs, bien évidemment, Jésus, Marie, Joseph, ils sont russes. Les Japonais aussi, ils sont russes, etc., etc. Et tout ça nous a échappé à cause de l'œuvre des Jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle. Je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas du XVIe siècle, parce que ça commence au XVIe siècle, les Jésuites, et l'imprimerie, elle aussi, elle commence un siècle avant, au milieu du XVe siècle. Mais en tout cas, la poignée de Jésuites qui s'est disséminée de par le monde, durant ces 3 siècles-là, ils sont vraiment trop balèzes, je veux dire, qu'ils ont même carrément refait l'histoire chinoise, parce qu'ils auraient occupé les postes clés à une certaine époque, parce que la Chine, ils sont vraiment trop cons, ils n'ont pas leur propre écriture, leur propre chronique, etc., quoi. La poignée de jésuites qui étaient aux bons endroits, au bon moment, ils ont réussi à falsifier tout ça, quoi. De ce que l'on en sait, les jésuites, quand ils se sont pointés là-bas pour évangéliser, ils ont plutôt été persécutés. Aussi bien en Chine qu'au Japon. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que cette théorie est complètement russocentriste et consiste finalement à vider totalement de sa substance l'Antiquité et le Moyen Âge sur les 5 continents. C'est ça qu'ils nous disent en fait, hein. Les pyramides, c'est nous, c'est les Russes qu'on les a construits, c'est nous, quoi.
De la même manière qu'on a aujourd'hui des théories afrocentristes, qui se rapprochent sûrement plus d'ailleurs d'une partie de vérité que la théorie de Fomenko. Donc tout ce délire récentiste a pour seul objectif d'alimenter et de revivifier un roman national. Il s'agit d'une instrumentalisation politique et créationniste, et en aucun cas d'une attaque contre l'Église. C'est un renforcement de l'institution. Puisqu'en effet, il s'agit de soi-disant attaquer l'Église, mais sans y toucher. Donc pour mieux la renforcer finalement, on attaque l'Église en disant ah c'est les méchants jésuites. Mais en fait non, t'emmerdes pas l'Église quand tu dis ça, pas du tout. Et puis si t'en arrives à dire que de toute manière l'histoire n'a que 1000 ans et que Jésus-Christ il était russe, il s'agit bien de tenter de donner un crédit scientifique à un créationnisme nationaliste. De la même manière que de leur côté, les afrocentristes essayent de démontrer que Jésus-Christ était noir, etc. et ainsi de suite. C'est déjà bien des théories celtocentristes aussi, avec Pagan TV, tout ça. Ouais, bon, les Celtes, ils ont tout fait aussi. Voilà, tiens, regarde, il y a une corrélation entre le paganisme celtique et les pyramides d'Égypte et tout. Moi aussi, j'ai un vieux bouquin qui s'appelle L'Irlande des pharaons. Je l'ai pas encore lu. Je veux dire que, bon, pour moi, à mon sens, tout ça émane de gens qui veulent affabuler pour se cramponner à des croyances et à des identités. Et je vous renvoie sur mes vidéos sur les identités assassines et suicidaires. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis dans la rigueur scientifique et intellectuelle pour découvrir la réalité et donc la vérité. Le deuxième point, c'est que cette théorie a été très très fortement relayée dans les médias, bien sûr pour la contester, mais en réalité, dès que vous voyez des masses médias s'emparer d'une théorie comme celle-ci pour en faire une théorie du complot, ils ne sont pas idiots. Si vous en parlez, c'est que vous lui faites de la publicité. Et donc, dès ce moment-là, on doit automatiquement être en alerte et comprendre qu'on est dans un jeu de divulgation et d'opposition contrôlée qui vise à polariser les gens, hein, ceux qui vont défendre les théories officielles qui sont fausses et ceux qui vont défendre des fausses théories du complot. Et pendant ce temps-là, la vérité attend, mais la vérité a une propriété bien à elle et très particulière, c'est qu'elle finit toujours par sortir. Quand on considère l'actualité politique planétaire, le fait que le récentisme, qui est quand même déjà assez ancien, 40 ans quand même, je veux dire, soit poussé comme ça sur le devant de la scène, là maintenant, j'ai envie de dire, how convenient. Qui s'arrange. Le récentisme arrive dans un super bon timing en fait, pour bien créer ces deux blocs-là, qui vont s'affronter au nom de Jésus ou d'une religion quelconque, comme toujours, parce qu'apparemment l'humanité n'en a pas encore eu assez au XXIe siècle de toutes ces conneries. Donc ils en reveulent. Bah, si t'en reveux, il y en rena. Il y a vraiment de quoi sourire ou pleurer, je sais pas très bien, quand on voit tous ces gens, soi-disant chercheurs de vérité, etc., qui sont là soit à rêver de Donald Trump, soit à rêver de Vladimir Poutine. Mais vous allez voir ce que l'un comme l'autre, ils vont vous faire si jamais un jour ils mettent un pied ici. Je pense que j'ai peut-être plutôt sourire, parce que il me semble que la stratégie good cop, bad cop, c'est quelque chose que tout le monde comprend quand il regarde une série télévisée. Mais là, non, ça veut pas comprendre. Bon. Allez, on avance. Donc, à mon sens, les jésuites, effectivement, ils ont joué un rôle dans l'histoire. D'ailleurs, j'en parle dans ma mini-série sur la véritable histoire de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Ce rôle consiste principalement, en fait, à avoir des éminences grises dans les cercles de pouvoir pour influencer des décisions politiques. Ils ont pu effectivement également fausser des écrits, introduire des faux, de manière à diminuer l'importance d'un événement ou d'un personnage historique, etc. Et ils continuent très probablement à le faire. Avec l'écriture et l'imprimerie, les jésuites se sont rendus effectivement maîtres de l'éducation et donc de la programmation mentale et du contrôle mental des masses. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est d'enfermer la moitié de l'humanité, à savoir les femmes. Donc le Vatican, ils ont des grosses archives, pleines de secrets, mais je pense que les plus gros secrets ne sont pas d'ordre récentiste. Et ça, j'en parlerai dans la vidéo sur la Terre plate. Et pour finir, tout me porte à penser que les jésuites, puisqu'ils sont si balèzes,
sont fort probablement les faussaires à l'origine de la théologie récentiste. Puisque cette théologie, maintenant que j'ai établi qu'il ne s'agit pas d'une théorie valable, donc j'appelle ça une théologie, mène à attribuer des pouvoirs monstrueux aux jésuites. Et à mon sens, c'est principalement ça la stratégie de manipulation, celle qui consiste à faire croire aux individus, au peuple, qu'ils n'ont aucun pouvoir, et qui sont dominés dans tous les sens par tout un tas d'élites, gouvernements de l'ombre, etc. Maintenant, je vais donner le coup de grâce final à cette théologie récentiste en vous parlant des méthodes de datation absolue les plus récentes, qui sont les méthodes de paléodosimétrie, qui ont commencé à être utilisées à partir des années 80. Il s'agit des méthodes de paléodosimétrie. Il s'agit d'utiliser les propriétés électromagnétiques des cristaux contenus aussi bien dans des roches que dans des ossements, et leur capacité en fait à stocker de l'énergie liée notamment à la radioactivité naturelle, qui va maintenir en état d'excitation certains électrons. Il y a 3 types de paléodosimétrie aujourd'hui. La thermoluminescence, l'OSL, la luminescence stimulée optiquement, et l'ESR dont j'ai parlé en début de vidéo. La thermoluminescence, c'est l'émission de lumière induite par le chauffage d'un minéral préalablement irradié par des rayonnements ionisants, alors que l'OSL, c'est la luminescence induite par un éclairage par la lumière visible. Les deux phénomènes physiques sont très proches et seuls diffèrent le mode de stimulation de la luminescence, par la chaleur ou l'éclairement. Dans le cas de la thermoluminescence, vous comprenez bien que l'intérêt, c'est de pouvoir dater précisément la période de production de matériaux qui ont nécessité d'être chauffés. Cette méthode est donc utilisée principalement pour la datation de céramique, de silex, de verre ou des restes carbonés dans des grottes, mais également de lave ou d'écoulement magmatique. Bien évidemment, cette méthode de datation peut être faussée s'il y a eu un incendie entre-temps, et que le matériau a été réchauffé entre le moment où il a été fabriqué et le moment où la thermoluminescence est appliquée. Le résultat sera faussé bien sûr dans le sens d'une sous-estimation de son âge. Il apparaîtra plus jeune qu'il ne l'est en réalité. Et donc, réfléchissez aux incendies de Notre-Dame en avril 2019. En raison de cette fragilité de cette méthode de datation, elle est généralement associée à l'OSL, acronyme anglais pour la luminescence stimulée optiquement, qui tend aujourd'hui à remplacer la thermoluminescence dans les méthodes de datation, puisque par l'OSL, on peut aussi dater le dernier chauffage d'un matériau, d'une brique, pour peu qu'il contienne les cristaux qui nous intéressent pour pouvoir pratiquer cette méthode de datation. Mais l'OSL permet surtout de dater l'âge d'une roche, d'un sédiment, qu'importe, avant son enfouissement. Donc ça permet de dater du bâti, des constructions, à partir du moment où une partie de ce bâti a été enfouie dans le sol. Mais ça permet aussi de dater des couches sédimentaires, des dépôts éoliens ou des dépôts dans les sables dunaires, ou la dynamique de formation d'alluvions, d'accumulation de sable dans certaines baies. La thermoluminescence et l'OSL permettent de remonter sur des périodes de plusieurs centaines de milliers d'années. Cette méthode a été appliquée pour dater notamment tout un tas d'édifices qu'on trouve sur le plateau de Gizeh. Je vous mets en description le lien vers l'article scientifique de 2015 des résultats de cette étude. Ce qu'on trouve sur le plateau de Gizeh est daté à environ 3200 ans avant Jésus-Christ. Donc personne n'en parle parce que ça emmerde tout le monde en fait, puisque ça vieillit les constructions de plusieurs siècles. Donc la théorie officielle comme quoi les pyramides étaient les tombeaux des pharaons de la 4e dynastie, laquelle s'est étalée entre 2670 à 2450 avant Jésus-Christ, ne peut pas tenir la route. Et quand bien même il y a des marges d'erreur, qu'elles ne suffisent pas à combler cette incohérence. Et d'un autre côté, ça déplace la ligne du temps, pas du tout dans le sens de la nouvelle chronologie récentiste. Ça va dans l'autre sens. Je vous mets en description le lien vers cette étude,
sur l'archéologie du bâti et les méthodes de datation actuellement, là, 2020, on est bientôt en 2023, enfin ça va, hein, c'est encore valable, ce genre d'études scientifiques, aller regarder la précision et qu'est-ce qu'on fait comme genre de travail en archéologie pour essayer de se doter des meilleurs outils de datation en fonction de ce que l'on a à dater. Comme vous pouvez le constater sur ce document d'archéologie du bâti, dire on date au radiocarbone là juste comme ça, aujourd'hui ça veut plus rien dire. Comprenez, la méthode c'est on va utiliser le carbone contenu dans les échantillons que l'on souhaite dater, mais après il y a plein de manières différentes de faire une datation au radiocarbone aujourd'hui. Notamment ici, on voit une méthode qui utilisera la méthode par accélération uniquement. C'est-à-dire qu'on utilise un spectromètre de masse par accélération, un AMS. Ce sont des spectromètres de masse plus performants que ceux que j'ai connus à mon époque dans les années 90. Il existe même des spectromètres tandem qui vont associer la technologie du temps de vol avec celle de l'accélération. Mais on ne va pas se noyer dans le détail des dispositifs expérimentaux. Ce qui est important, c'est de savoir qu'en gros, à partir des années 2000, toutes les méthodes de datation absolue deviennent beaucoup plus performantes, beaucoup plus précises pour la période historique qui nous intéresse. Voilà un diagramme qui résume bien les choses concernant l'histoire de l'Europe. Ce graphique est extrait d'un document de 812 pages que n'importe qui peut télécharger. Ce graphique présente en abscisse l'âge de référence attribué par les archéologues sur la base des anciennes méthodes de datation, typochronologiques, etc. Et en ordonnée, sur l'axe vertical, la datation la plus récente réalisée à l'OSL. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est une fonction linéaire, quasiment c'est x égale y. Ça veut donc dire que finalement il y avait quand même assez peu d'erreurs avec les anciennes méthodes de datation, en tout cas la fourchette est de plus ou moins 10%. Premier point. Deuxième point, concernant des éléments retrouvés à la basilique Saint-Seurin à Bordeaux, il y en a certains qui avaient été préalablement datés au XIIe siècle et qui finalement datent du IXe siècle. Les premières datations avaient donc sous-estimé l'âge de 3 siècles. Éparpillé, ne venez pas non plus me dire que vous remarquez tout comme moi qu'il y aurait comme un trou entre à peu près 800 et 1600. Ça ne veut strictement rien dire, puisque ne sont présentés que quelques résultats de chantier. On pourrait déduire quelque chose s'il y avait la totalité des résultats de datation OSL sur tous les chantiers archéologiques de France, avec un trou, là oui, on pourrait commencer à se poser des questions. Et si vous avez que ça à faire, vous pouvez faire votre Jean Hardouin ou en mode Robert Russell Newton et essayer d'accumuler toutes les datations OSL de tous les chantiers archéologiques de fouilles de France et de Navarre et de faire le même graphique pour voir s'il y a toujours un trou. Donc, si on parcourt rapidement ce document, on voit bien que non, tous les siècles sont bien présents dans l'histoire de l'archéologie du bâti en Europe. Donc, ne venez pas me dire que le Moyen Âge n'a pas existé. Ou alors expliquez-moi comment c'est possible de falsifier à cette échelle-là toutes les recherches, toute l'archéologie, et y compris évidemment tous les physiciens, etc., qui sont impliqués dans la fabrication de ces méthodes de datation par luminescence. La troisième méthode de paléodosimétrie est l'ESR, RPE ou RSE, dont j'ai parlé en début de vidéo. Comme vous pouvez le voir dans cet article, cette méthode permet de dater notamment très bien tout ce qui va être les mailles dentaires, les concrétions dans les grottes. Donc là, pareil, ne venez pas me dire que la préhistoire n'a pas existé. Sauf à proposer des hypothèses totalement délirantes, telles qu'un faussérisme industriel que je démontrerai dans la prochaine vidéo. Donc, tous les guignols là du récentisme, ils peuvent aller se rhabiller. Ça m'intéresse pas. Je trouve que j'ai même passé beaucoup trop de temps pour expliquer à quel point c'est délirant. Parce que franchement, en fait, pour découvrir tout ce que je viens de vous exposer, il n'y a pas besoin d'avoir mon niveau de formation. Il suffit d'être intègre intellectuellement et d'aller chercher par soi-même les informations. On vous présente une théorie qui remet en question des méthodes de datation. Allez enquêter sur les méthodes de datation qui existent
et l'historique des méthodes de datation qui sont utilisées en archéologie et en géologie. Allez enquêter sur tous les noms de scientifiques qui sont produits dans ce type-là de théorie pour asseoir une légitimité scientifique. Vérifiez que ce qui vous est dit est bien la réalité. Et si c'est bien la réalité, comme c'est le cas par exemple pour Guiberto, renseignez-vous pour comprendre quel est le point de vue situé de ces personnes scientifiques. Que cherchent-elles en fait à prouver, à démontrer? Cessez d'être des suiveurs ou des suiveuses. Commencez véritablement à réfléchir par vous-même. Ça ne veut pas dire passer des heures passivement à écouter le blabla standardisé de tout un tas de chaînes complotistes, bien en vue, hein, parce qu'ils sont bien poussés aussi par les algorithmes, pour que vous tombiez tout de suite sur votre vidéo en mode putaclic. Non, c'est pas comme ça qu'on cherche la vérité. Il faut passer des heures, des journées sur le web à chercher sur un sujet et pas n'importe comment, à recouper les informations et à se poser les bonnes questions. La meilleure question souvent c'est comment? Comment? On m'affirme ça, que ça c'est manipulé? Pourquoi pas? Admettons, mais comment? 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 Si vous partez dans vos recherches avec la question pourquoi en tête, vous êtes déjà polarisé quelque part en mode émotif et émotionnel. Dans un monde aussi falsifié que le nôtre, et un appareil psychique humain construit autour du subconscient et de la mise en place d'une série de résistances, de points aveugles, de déni, etc., on ne peut jamais accéder à la vérité avec la question pourquoi. La seule réponse à cette question, c'est garder le pouvoir et le contrôle, de toute façon. Et si on veut aller vers la réalité qui mène à la vérité, la question constante à se poser et à poser dès qu'on a affaire à n'importe quel discours, c'est comment et quand, éventuellement. C'est ce que nous allons faire dans l'épisode 2 concernant la théorie du faussérisme industriel.